L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de l'égalité filles-garçons à l'école et à la maison pour vous aider à comprendre et à agir. C'est nécessaire de lutter contre ces inégalités de genre. Et ces inégalités touchent vraiment tous les aspects de la vie. C'est la vie à la maison, la vie à l'école, l'éducation, le travail, la famille et même la santé. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à entendre qu'il y a quand même eu énormément de progrès, que ça s'est énormément réduit, mais malheureusement, notamment les chiffres nous prouvent que ce n'est pas le cas. Et il faut vraiment comprendre que c'est un enjeu sociétal et surtout au niveau des violences commises envers le genre féminin et envers les personnes discriminées. Donc c'est vraiment un enjeu éducatif parce que même si ça peut paraître anodin, eh bien réduire les inégalités entre les hommes et les femmes permet aussi de réduire les violences. Alors, on vous a parlé des inégalités de genre et maintenant nous voudrions vous parler de stéréotypes de genre. Qu'est-ce que ça inclut exactement, cette histoire de stéréotypes de genre ? Il faut vous dire que ce sont des idées préconçues. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on a tel trait caractère. Ce n'est pas parce qu'on est un garçon qu'on a tel trait caractère. Ce sont des idées qui sont donc préconçues en fonction du sexe de la personne. Ces stéréotypes influencent les traits de caractère, donc je venais de le dire, les comportements, les choix, les attentes que la société a envers les filles ou envers les garçons. Est-ce que tu peux nous donner des exemples vraiment précis ? Par exemple, on va attendre d'une fille qu'elle soit douce, calme, gentille, qu'un garçon qui soit bagarreur, un peu énergique. Faites le test avec un bébé. Souvent, quand une personne va vous féliciter, elle va vous dire « Oh là là, ton bébé là, c'est une fille ou un garçon ? Ah, c'est une fille. Ah, elle est douce, oh, elle est trop mignonne. Elle est... » Et puis, si vous dites « C'est un garçon », la personne va vous dire « Ah oui, il a l'air fort, il a l'air en pleine forme, il va courir vite. » Voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est ce que disait Élise tout à l'heure. C'est qu'on a l'impression d'avoir évolué. Et effectivement, il y a eu des évolutions, mais il y a encore beaucoup d'idées préconçues qui sont assez pernicieuses. Et c'est ça qu'il va falloir faire évoluer. Alors c'est vrai, quand on pense à ça, on pense aux jeux aussi que font les enfants et on a tendance à vouloir faire jouer une petite fille à la dinette, à la poupée, au Barbie. Et à la limite, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, qu'une petite fille joue aux voitures, se déguise avec un costume de cow-boy ou de policier ou que sais-je, un super-héros, ça choque pas trop. Par contre, un petit garçon qui va jouer à la Barbie, à la poupée, à la dinette, qui va mettre une robe de princesse, une robe de super-héroïne, là par contre, aujourd'hui, c'est pas encore du tout accepté et apparemment acceptable. Et nous, justement, on lutte contre ça parce que c'est justement comme ça qu'on va déconstruire les choses. Et moi, j'en ai la propre expérience avec mes deux fils. J'en ai un qui est adulte et l'autre au collège. Et bien, quand ils étaient petits, j'ai dû lutter contre ma famille parce que mes fils voulaient, par exemple, s'habiller en super-héros, mais mettre les chaussures de la Reine des Neiges ou à l'inverse, mettre la robe de la Reine des Neiges, mais avec le casque d'un super-héros, etc. Ou mettre des maillots de bain de filles pour aller à la piscine parce que ça les amusait. Eh bien oui, je les ai autorisés. Je leur ai dit qu'on allait peut-être se moquer d'eux, ceci dit, mais que s'ils en avaient envie, il n'y avait aucun souci et qu'en tout cas, moi, je respectais ce choix. Eh bien, ça leur a permis justement d'explorer tout ça, de s'en amuser. Et aujourd'hui, quand je leur en parle, oui, ça les amuse énormément. Et ils s'en souviennent un petit peu, mais pour eux, c'est complètement normal, assimilé. Ça n'a pas, je vous rassure, s'il y a des parents inquiets, ça n'a laissé aucune trace. Et c'est évidemment pas comme ça que des enfants deviendraient travestis ou voudraient changer, transitionner. C'est pas du tout la même chose. Alors, ça aurait tout à fait pu leur arriver tout aussi bien. Attention, je ne dis pas que parce que j'ai fait ça, ils n'ont pas évolué dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a juste rien à voir. Mais par contre, d'autoriser ça permet justement de déconstruire plein de choses et de ne pas assimiler le genre à certains comportements parce que il faut savoir que ces stéréotypes de genre, ils sont pas basés sur des différences donc naturelles, mais sur des idées que nous, donc la société a construites. Donc ça peut limiter les enfants et ça les empêche donc d'explorer toutes leurs capacités ou leurs envies parce qu'on les associe à un genre spécifique.
Pourquoi est-ce qu'il est important de lutter contre ces stéréotypes ? C'est parce qu'il y a des enfants qui vont mal le vivre. Si on leur dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression qu'on entendait avant, c'est « Ah, mais toi, de toute façon, t'es un garçon manqué ». Mais pensez à la violence de cette expression. Un garçon manqué, ça veut dire que je suis un garçon avec quelque chose en moins. Je suis une fille, mais pas vraiment. Donc, c'est parce que d'autant plus quand on est enfant, puis on vous en parlera après, quand on est adolescent, on a envie de se conformer à ce que la société attend de nous. Et c'est très très difficile de s'entendre dire de telles choses. Et donc oui, on entend les expressions comme garçon manqué, mais ça existe aussi pour l'autre genre, pleurer comme une fillette, toutes ces choses-là qui sont non seulement problématiques pour le petit garçon, a priori à qui on va dire ça, mais aussi pour le genre féminin, parce que voilà, pleurer comme une fillette, déjà ça ne veut pas dire grand-chose. Pleurer est très sain et très important, donc moi je vous invite, hommes comme femmes, à pleurer quand vous en avez besoin. C'est valable pour les enfants et pour les adultes. Puis c'est toujours cette idée qu'on va dévaloriser ce qui appartient au genre féminin. On va dire pleurer comme une fillette. Le garçon va pas pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, mettre de robe parce que c'est associé à la fille. Et bon, le genre féminin, bon, il ne va pas. Bon, d'accord, la fille peut jouer aux petites voitures, mais le garçon jouer à un jeu de filles, non, parce que ça va être dévalorisé. C'est connoté finalement de façon négative. Tout à fait. Donc voilà, c'était des petites pistes qu'on voulait vous donner de réflexion. Alors, plus précisément, quelles sont les inégalités filles-garçons à l'école et à la maison ? On va vous commencer par une petite statistique. En 2022, 47% des filles s'orientaient vers des filières littéraires, contre 22% de garçons. D'autre part, les filles passent 4 heures de plus par semaine sur les tâches domestiques que les garçons dans certaines tranches d'âge. Ces statistiques vous montrent à quel point il y a une vraie inégalité entre les filles et les garçons à l'école, et aussi comment finalement c'est une forme d'endoctrinement, on peut dire aussi quelque part, c'est que les filles finalement, elles sont conditionnées à ça, et on leur inculque, malgré nous, qu'on soit enseignant ou parent, on pense souvent qu'on fait bien, et on se rend compte finalement dans des petites choses. Alors moi je pense à quelque chose en particulier en maternelle que j'ai vu faire, et qui moi aussi me semblait tout à fait correct. C'est par exemple, on va se dire, on va valoriser les petites filles parce que justement, il faut qu'on leur montre qu'elles sont capables, qu'elles peuvent y arriver aussi bien que les garçons. Et on va, par exemple, en maternelle, féliciter énormément une petite fille qui a réussi son travail rapidement ou qui a bien fait quelque chose. Et en fait, on va lui dire, ah bah toi qui réussis si bien, est-ce que tu peux aller aider tel enfant ? Donc ça va être souvent un petit garçon, alors A, lasser ses chaussures, A, l'aider à finir son travail, ça peut être voilà, plein de choses différentes, mais en fait, qu'est-ce qu'on reproduit là ? Ce qu'on appelle le care. Donc le mot anglais, to take care of somebody, donc s'occuper de quelqu'un. Et donc dès le plus jeune âge, on va malgré nous, alors qu'on pensait féliciter cette petite fille, eh bien non, on va lui apprendre à aller s'occuper de quelqu'un d'autre, alors qu'à ce moment-là, il faudrait juste lui proposer soit un travail supplémentaire, soit une autre activité, ou de la laisser jouer de façon libre et non pas d'aller aider autrui. Ou alors, si vous proposez un système de tutorat, c'est quelque chose qui doit être mis clairement en place dans la classe, et puis dans les deux sens, que les filles puissent aller aider des garçons, que les garçons puissent aller aider des filles, et puis filles, garçons. Vraiment, il faut réfléchir à tout ça. Ce qui va être compliqué, et c'est ce que l'on va vouloir vous expliquer, c'est que nous-mêmes, nous sommes conditionnés par ces stéréotypes, et que prendre du recul, comprendre qu'effectivement nous-mêmes nous sommes conditionnés, va nous permettre de les déconstruire petit à petit, et puis de temps en temps de se dire bon, là je me suis trompée, je me reprends, je change, je l'exprime autrement, et l'expliquer à l'enfant. Et donc comment ça se manifeste dès le plus jeune âge, et notamment dès la crèche ? Alors, dès la crèche, maintenant, les professionnels de la crèche savent qu'il n'y a pas 2 jeux pour les filles, 2 jeux pour les garçons. Elles font assez attention à ça. Tu dis « elles » parce que... Oui, je dis « elles » parce que, et justement, les éducatrices et les professionnels de l'enfance en sont bien conscientes. Il y a beaucoup de femmes, c'est plus de 90%. Et ça, c'est aussi un problème. Ça prouve bien ce qu'on est en train d'argumenter là. C'est-à-dire qu'il y a donc des métiers réservés aux filles, donc aux femmes, et des métiers réservés aux garçons, donc aux hommes. Et souvent, les métiers des garçons sont quand même, il faut le dire, plus prestigieux que ceux des femmes. Et tous les métiers donc, de la petite enfance et du soin, du care, comme tu le disais tout à l'heure, sont souvent assimilés à des métiers féminins. Les professionnels de santé sont de plus en plus sensibilisés au choix des jeux, et propose indifféremment les mêmes jeux aux filles comme aux garçons. Pensez également à l'espace
Le coin moteur peut être dans un coin. Le coin, vous voyez, je me trompe moi-même. L'espace dinette, l'espace jeu d'imitation peut très bien être au milieu de la pièce. Pensez à ça. Plus encore que le choix des jeux, pensez à la crèche, et c'est valable aussi pour l'école maternelle et l'école élémentaire, à l'emplacement de ces différents jeux. Donc, les jeux d'imitation pourraient très bien être au milieu de la pièce. Qu'est-ce qu'on entend, excuse-moi, par jeu d'imitation? Parce que moi, je trouve ça assez pro, ça, comme terme. Alors, ça va être les poupées, la dinette, la marchande, tous ces jeux-là, où on imite la vie quotidienne, la vie réelle. A contrario, les jeux moteurs, donc dans les classes ou à la crèche, vous pouvez avoir des porteurs, des cerceaux, tout ce qui va permettre à l'enfant de bouger, vous pouvez penser à le mettre en périphérie. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça sur lesquelles on voulait vous faire réfléchir. Alors oui, j'ai bien compris, Élise, ce que tu as conseillé au niveau des jeux. Maintenant, au niveau de la posture aussi, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Au niveau de la posture, faites attention aux petites phrases qui parfois peuvent vous échapper et nous échapper également. Par exemple, est-ce que maman t'a dit ce matin de prendre ton manteau? Ou alors, c'est bientôt l'heure des mamans. Non, c'est bientôt l'heure des parents. Père comme mère peuvent aller chercher leurs enfants. Le care n'est pas uniquement dédié à la femme. Ça peut être une affaire d'homme et une affaire de femme. Puis ça peut être l'affaire de personne, parce qu'il y a aussi des couples homo, donc ça peut être l'affaire de tout le monde finalement. C'est l'affaire du coparent. De même, le père, quand on parle d'autorité, est plus souvent mentionné. Non, la mère peut aussi avoir, ou le coparent peut avoir une posture d'autorité. Je termine avec un petit comportement et je vous laisse y réfléchir. Qui appelez-vous quand l'enfant est malade? Est-ce que vous appelez plutôt la mère ou est-ce que vous appelez plutôt le père? Et effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à appeler plutôt la maman. Parce qu'il y a aussi autre chose, c'est que moi, en tant que directrice d'école, c'est vrai que j'ai aussi à avoir un peu peur finalement parfois de la réaction de certains pères qui vont me dire vous avez appelé la mère. Je me retrouve un peu embêtée parce que c'est vrai que il faudrait que je leur réponde non, je vous appelle vous, il n'y a pas de souci, vous êtes bien parents tous les deux, je vois pas pourquoi j'appellerais plus rapidement à la maman que le papa, mais en général quand même il faut le dire, les papas vont dire non, vous appelez la mère. Et je pense que le fait de prendre l'habitude d'appeler le père également, ça peut leur permettre d'y réfléchir et d'en parler dans le couple, en disant pourquoi est-ce qu'on m'appellerait plus moi que toi. C'est vraiment une réflexion de couple à avoir. Oui, mais je pense que ça a aussi un lien avec les métiers qu'exercent les hommes et les femmes, puisqu'on sait que donc les hommes occupent en général des postes plus importants et donc les hommes vont estimer qu'ils ont moins à être dérangés que leurs femmes. Alors, on a parlé des comportements adoptés, des petites phrases auxquelles il fallait faire attention. Maintenant, on voudrait parler de l'école élémentaire. Parce que là, le comportement que l'on va adopter va avoir un impact sur les matières enseignées. Et c'est là que ça devient vraiment problématique. Donc, s'il s'agit surtout des mathématiques, j'imagine des matières scientifiques. Et ça va s'accentuer d'ailleurs après au collège. Sachez qu'il y a des évaluations que nous faisons passer dès l'école maternelle. Alors, c'est pas au niveau national, mais il y a quand même beaucoup d'écoles qui les utilisent. Et ce, dès la moyenne section. Parce que oui, à l'école maternelle, on fait du français, on fait des mathématiques, on fait des sciences, etc. Et donc, on teste les enfants et notamment, on vérifie leur niveau, donc en mathématiques. Et on constate que les filles sont plus performantes en mathématiques, notamment, que les petits garçons. Malheureusement, cette tendance s'inverse à partir du CP et continue tout au long de la scolarité des enfants, et ce, pour des raisons finalement uniquement de stéréotypes de genre, de préjugés de genre, etc. Et Élise, d'ailleurs, à ce sujet, tu avais une étude intéressante à nous présenter. Oui, des chercheurs de l'Université de Provence ont fait passer un test à des écoliers. Ils leur ont présenté une figure géométrique assez compliquée, en leur expliquant qu'ils allaient devoir la reproduire de mémoire à main levée. Dans le premier groupe, ils ont présenté ce travail comme un travail de géométrie. Dans le second groupe, ils ont présenté cette activité comme une activité de dessin. Imaginez les résultats. Lorsque c'est un exercice de mathématiques, les filles réussissent beaucoup moins bien que les garçons. À l'inverse, lorsque cette activité est présentée comme une activité de dessin, les garçons réussissent moins bien que les filles. Ça veut dire que à 6 ans, parce que l'âge du CP, c'est 6 ans. À 6 ans, les filles ont déjà intériorisé qu'elles étaient moins bonnes en mathématiques que les garçons.
Et là, c'est la même activité. Il faut vraiment vous penser à cela. Oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment pas d'un côté une activité de dessin et de l'autre de géométrie. C'est la même activité et les filles réussissent moins bien dès lors qu'on leur dit c'est des maths. Exactement. D'autres études ont été présentées à l'université et ce sont les mêmes résultats. C'est une étude qui a été effectuée en faculté aux États-Unis ou au Québec, je me souviens plus, peu importe. Et on leur a dit avant de commencer que les résultats des filles et des garçons, plutôt même des hommes et des femmes, étaient différents. Donc Sans dire si les résultats étaient meilleurs ou pas pour les femmes ou pour les hommes. Les femmes en ont déduit que les hommes étudiants étaient meilleurs. Et les résultats étaient effectivement moins bons. Alors que dans le second groupe, ils n'ont rien dit. Ils ont juste donné le travail à effectuer. Les résultats étaient les mêmes pour les filles et les garçons. Et il y a aussi autre chose apparemment qui est très fréquent, c'est la façon finalement dont on va enseigner aux filles et aux garçons. Et pourtant, on imagine souvent qu'on fait exactement la même chose, mais les études montrent que ce n'est vraiment pas vrai. Qu'en est-il, Élise ? Effectivement, quand on interroge les filles, on va plutôt leur demander de rappeler des notions de cours, parce que les filles sont bonnes élèves, elles ont revu leurs leçons avant de venir. Donc, pour aller plus vite, et parce que on a l'idée que les filles sont meilleures et sont plus sérieuses, on va leur demander de réciter. À l'inverse, pour les garçons, on va leur demander de réfléchir, de trouver des solutions à des problèmes. Et finalement, ça va être eux qu'on va être interrogés quand ce sont des notions nouvelles, donc eux à qui on va finalement donner cette confiance en soi de réussir à décrypter des nouvelles notions, de nouvelles acquisitions, de nouvelles compétences, alors que les filles vont être cantonnées juste à répéter ce qui a déjà été appris et elles vont se rendre compte finalement que ce ne sont pas elles qui sont capables de découvrir ces nouvelles notions. De même, si vous vous astreignez à interroger le même nombre de fois les filles que les garçons, vous aurez souvent des contestations des garçons qui vont vous dire « Non mais tu m'as moins interrogé maîtresse, faites le test, je l'ai déjà fait, c'est impressionnant. » Les garçons vont vous dire « Non mais tu m'as moins interrogé » alors que les filles ne diront rien. Et pourtant, je vais leur dire, soit j'enregistrerai, soit je vais leur dire « Non, je t'ai interrogé autant de fois qu'un tel. » Ce que j'ai fait une fois d'ailleurs, j'ai sorti des petits jetons et je leur ai expliqué, c'est juste pour compter ton nombre d'interventions. Et ainsi, les garçons se rendent compte que oui, ils ont été interrogés autant de fois que les filles. Et puis effectivement, dès cet âge-là, donc se posent les premières pressions sociales qui finalement sont subies dès la toute petite enfance. Mais là, les enfants vont commencer à le comprendre, et notamment lorsqu'ils jouent ensemble, c'est-à-dire que il va y avoir déjà des formes, ça peut même être de l'intimidation, du harcèlement. Hein, si un garçon a des copines filles, alors ce qui est aussi très intéressant ou pas, c'est que on va tout de suite dire d'un petit garçon qui aurait par exemple plein de copines, oh il a plein d'amoureuses, quel succès ce petit garçon. Et à l'inverse, une petite fille qui va avoir plein de copains, c'est justement le fameux garçon manqué, elle adore jouer au foot. Non, juste un enfant qui a des amis, peu importe le genre de ses amis. Et ça aussi, c'est très compliqué parce que ça, une fois de plus, induit des comportements que les garçons devraient être entre eux, les filles entre elles, parce qu'ils n'auraient pas les mêmes centres d'intérêt, parce qu'ils ne joueraient pas à la même chose. Ça revient aussi à parler des espaces qui sont attribués aux différents genres, et notamment les fameux espaces de terrain de foot dans les cours d'école élémentaire qui souvent prennent énormément de place et qui jouent au foot uniquement les garçons, quasiment systématiquement. De temps en temps, il y a certaines filles qui y jouent, mais souvent elles ne veulent pas, elles ne sont pas habituées, donc elles sont moins performantes, alors qu'on sait aujourd'hui scientifiquement que les garçons et les filles, que les hommes et les femmes peuvent tout à fait avoir les mêmes performances sportives notamment. Oui, et pensez donc les filles vont être reléguées aux périphéries de la cour. Pensez aussi à ce stéréotype qui dit que les filles, elles sont mieux à l'intérieur et les garçons sont plus à l'extérieur. Voilà, c'est tous ces stéréotypes qu'on veut pointer du doigt. Alors, on va parler maintenant aussi du collège et puis ensuite du lycée. On retrouve au collège les problèmes d'amitié entre filles et garçons. Il y a aussi des enfants qui se développent, qui réfléchissent à leur identité de genre. Et une fois de plus, ça c'est complètement nié. On en parle très très peu. Alors certes, ces enfants sont peu nombreux, mais
mais ils existent et ils sont discriminés et c'est quand même très problématique. Et aussi, ce qu'on constate au niveau plus des orientations scolaires et des filières, c'est que les garçons vont se diriger vraiment plus massivement vers des filières scientifiques et techniques et les filles vers des filières beaucoup plus littéraires et sociales. Tous ces stéréotypes qu'on trouve dès la maternelle, dès l'école élémentaire et au collège vont avoir un impact sur la vie de vos enfants. C'est aussi pour ça qu'on veut vous parler de ça. Ça va avoir un impact lors des choix des filières en enseignement supérieur. Les femmes vont très peu choisir des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique, de sciences physiques. Vous avez entendu parler de ce problème. Elles sont sous-représentées dans ces métiers-là. Et en fait, tout ça, c'est issu de ce qu'elles ont vécu tout au long de leur scolarité, à l'école, mais aussi à la maison. Et une fois de plus, on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes de façon massive, dans l'enseignement, et notamment maternelle, élémentaire, et ça a tendance à être un petit peu moins le cas au collège et au lycée, mais quand même, les femmes sont surreprésentées, et dans tous les métiers du care. Et donc, c'est là, il faut que vous compreniez d'où vient ce problème, et il vient vraiment de la façon dont on éduque et dont on va enseigner aux enfants. Et ces différences persistent en raison de l'éducation qu'on donne à nos enfants, mais ce n'est pas la seule cause de ces stéréotypes. Pensez aux médias, à la publicité. À votre avis, les gens ont décidé que les garçons allaient avoir des jeux bleus et les filles des jeux roses? Parce que t'en veux en plus. Nous sommes dans une société de consommation. Donc, si vous acceptez que votre enfant peut porter du bleu, du rose, peut avoir des jeux roses, des jeux bleus, ça ne va pas être dans leur intérêt. C'est pour ça qu'ils vont vous vendre des jeux différents avec des couleurs différentes selon le sexe de votre enfant, parce qu'ils vont pouvoir en vendre plus. De même pour les habits. Avant, on ne différenciait pas les habits pour les garçons des habits pour les filles. La layette était la même. Mais avec cet avènement de la société de consommation, ils ont commencé à genrer les habits, comme les jeux, comme les livres. Souvenez-vous de la petite bibliothèque rose et de la petite bibliothèque verte que vous lisez enfant. Tout a été genré. Et il faut vraiment que vous en soyez conscients. Il faut donc le déconstruire. Et effectivement, tout ce qui est aussi réseaux sociaux, on voit énormément de stéréotypes de genre. Donc, les filles, il va y avoir énormément de vidéos courtes, de reels, etc. sur les produits de beauté, sur des conseils de maquillage. Et les hommes, ça va être plus sur comment avoir un corps musclé, etc. Donc, là aussi, il y a un vrai souci de ce qui est présenté aux jeunes et qui pensent qu'ils doivent se conformer à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et là aussi, il y a une vraie éducation à faire. Alors justement, Élise, comment on fait de façon pratique pour prévenir et essayer de réduire ces fameuses inégalités, et notamment à l'école maternelle? Déjà, il faut être conscient que nous sommes porteurs de ces stéréotypes pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir les déconstruire. Ce qui serait intéressant, c'est que dès la formation des enseignants, on en parle. Et puis, en classe, en maternelle, il est très très important de faire attention à sa posture, à ce que l'on dit. Et vous pouvez également en parler lors d'ateliers philosophiques, lors de discussions avec les enfants. Il y a de nombreux livres qui en parlent, notamment ceux d'Élise Gravel. Ils sont vraiment très très intéressants. Le livre Tu peux notamment, où elle va expliquer que les filles sont capables de faire autant de choses que les garçons. Et les garçons ont le droit de pleurer. Ils ont le droit d'avoir des émotions. Donc finalement, l'important, c'est vraiment effectivement de jouer sur l'égalité entre les filles et les garçons dès l'école maternelle, à base donc d'albums, de discussions, et puis peut-être aussi se dire qu'il faut tout le temps y penser à chaque moment, à chaque instant de la journée, et puis communiquer aussi avec les parents sur ce sujet. Oui, complètement. Vous pouvez discuter avec eux lors de la réunion de rentrée. Vous pouvez en discuter avec eux. Si jamais un enfant vous a dit quelque chose qui vous souciait quelque peu, vous pouvez dire « Je voudrais vous parler ». Donc vous vous adressez aux parents « Je voudrais vous parler. Voilà ce qui s'est passé en classe. Voilà moi ce que je leur dis. » Je ne sais pas, par exemple... Un enfant va dire « Non, j'ai pas voulu jouer avec lui parce que c'était un garçon. » Eh bien, discutez avec les parents. C'est difficile, on l'entend, mais il faut que vous soyez en cohérence avec les parents. Sinon, l'enfant ne va pas comprendre. Il y aura un conflit de loyauté, il ne va pas comprendre. Donc, même si c'est difficile parfois de parler avec certains parents dont vous êtes très, très, très éloignés au niveau de ce qu'ils pensent, c'est important d'essayer d'engager la conversation et essayer de dire « Oui, à l'école, voilà ce que l'on dit. » et pour essayer de trouver un terrain d'entente.
Oui, c'est ça. C'est vrai que ça va être parfois compliqué, en effet, hein, de se confronter aux préjugés, aux avis des familles qui parfois vont répondre «Ah, ben ça nous regarde, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de notre sphère privée». Toutefois, c'est vrai que c'est important de leur expliquer, en effet, qu'on est co-éducateur et de bien se mettre d'accord sur le fait que ce qui est enseigné à l'école, il faut forcément qu'il y ait une répercussion à la maison. En tout cas, même si les familles ne sont pas d'accord, mais en tout cas de ne pas décrédibiliser ce qui est appris à l'école. Et ensuite, quand les enfants grandissent un petit peu, donc à l'école plutôt élémentaire, donc à partir de 6 ans, le CP, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? À l'école élémentaire, il faut vraiment promouvoir une pédagogie égalitaire. Et dans toutes les disciplines, il faut encourager de la même façon les filles et les garçons. De même, le combat ne s'arrête pas à la porte de la classe, il faut également y penser dehors, en cours de récréation, pendant les temps scolaires et pendant les temps périscolaires. C'est vraiment très très intéressant, donc non seulement d'en parler avec les parents, mais également d'avoir ces discussions avec l'équipe d'animation pour que le discours soit cohérent avec tous les co-éducateurs. On a parlé discipline scolaire, vous pouvez mettre en place en élémentaire des discussions un peu plus poussées, par exemple en parlant des publicités. Les publicités, c'est vraiment très très intéressant d'en parler avec eux, qui sont parfois sexistes. Et c'est intéressant de faire comprendre aux enfants pourquoi c'est sexiste, quelles sont les problématiques en jeu. Vous pouvez également parler des CPS, alors ce qu'on entend par CPS, c'est compétences psychosociales, pour leur montrer que oui, les garçons et les filles sont capables d'éprouver des émotions, toutes les émotions. La tristesse n'est pas réservée aux filles et la colère aux garçons. Toutes les émotions, et que les garçons et les hommes plus tard sont capables d'empathie, autant les filles que les garçons. Et ensuite, donc au collège et au lycée, ça va être plus effectivement au niveau de la sensibilisation sur les métiers et les filières de manière non genrée, et puis essayer d'encourager les filles à aller vers des matières scientifiques, de leur montrer leurs compétences et de leur montrer qu'elles sont tout aussi capables que les garçons dans les matières scientifiques et que les garçons sont tout aussi capables dans les matières littéraires. Et puis aussi de mettre en place des groupes de parole sur les inégalités, les stéréotypes de genre, proposer du mentorat et des modèles de rôle féminins dans les domaines scientifiques et techniques. Alors aussi dans la sphère privée, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter également contre les stéréotypes de genre ? Alors, tout d'abord, dans le choix des jeux et des jouets, des activités à la maison. Vous pouvez proposer de la danse à votre garçon, vous pouvez proposer du rugby à votre fille. Vraiment, pensez à toutes les possibilités que vous pouvez offrir à votre enfant. Ne vous arrêtez pas à un ou deux sports typiquement soi-disant filles ou typiquement soi-disant garçons. Mais par contre, c'est vrai qu'on les expose à parfois des moqueries ou des remarques des autres. Oui, c'est ce qu'on vous disait au début de ce podcast, c'est que des évolutions ont eu lieu depuis quelques années, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et effectivement, votre enfant, vous allez lui tenir ce discours, vous allez lui expliquer que le fait d'être une fille ou un garçon ne doit pas influer sur ses traits de caractère, ne doit pas influer sur son comportement. Malheureusement, autour de vous, il y a encore des gens qui pensent autrement. Et vous ne pouvez pas couper votre enfant du monde. Donc c'est là aussi, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, il faut parler avec votre enfant, lui expliquer que certaines personnes ne pensent pas comme lui, ne pensent pas comme vous, mais que en expliquant, en parlant, et puis il faut avoir de l'espoir, ça va changer petit à petit. Et puis plus ils seront effectivement nombreux parce qu'ils ont reçu une éducation à ce sujet-là, ils ont été informés, et ben plus ils seront informés et plus ils pourront répandre la bonne parole, non mais surtout en fait peut-être discuter entre eux et puis faire entendre raison à certains qui ne comprennent peut-être pas encore ces notions et qui sont encore loin de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons et les hommes et les femmes. N'oubliez pas votre comportement qui est modélisant. Si vous avez un discours très ouvert, mais qu'à la maison, femme, vous vous occupez de tout, réfléchissez à cela. Votre enfant va le voir, va s'en rendre compte. Donc ça, c'est implicite, mais ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce soir, ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite liste avec votre conjoint, avec votre conjointe, pour discuter des tâches et les répartir ensemble, si vous sentez que la répartition est asymétrique.
Voilà, parce qu'il y a une étude qui démontre que plus la répartition des tâches est asymétrique dans le couple, plus la différence de genre est grande entre filles et garçons. La question est, quel modèle donnons-nous à nos enfants ? Voilà, et vraiment c'est le rôle des enseignants et des parents, ne pas oublier ça, à quel point les enfants nous observent, nous imitent et se comportent finalement souvent un petit peu comme nous. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager dans votre entourage. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, Les Élises. Donc les Élises, en un seul mot, avec un Z. On y partage des mots d'enfants qui peuvent bien vous amuser. Et aussi, on suit la classe d'Élise qui fait l'activité Classe d'Or. Et franchement, c'est très très chouette à suivre. Donc venez nous rejoindre sur Instagram. Et puis n'hésitez pas aussi à nous laisser un avis sous notre podcast. Et on vous dit à très bientôt. À très vite.